Avant le début de cette vidéo, je vous annonce rapidement la mise en place de mon podcast sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Je vous invite donc à vous y abonner et à regarder mon dernier YouTube Short pour en savoir plus. Merci d'avance et bon visionnage. En 2007, lorsque Vince Gilligan commença à travailler officiellement sur Breaking Bad, il pensait que la série durerait environ 3 saisons. Mais ça, il s'était bien gardé de le dire à Sony. Dans l'univers de la production télévisuelle, il y a ce que l'on appelle le concept de syndication. En gros, plus il y a d'épisodes et mieux c'est. Car sur une série, un studio ne se fait pas vraiment d'argent pendant les premières années. La syndication, c'est le fait de vendre les droits de rediffusion des épisodes à des chaînes locales ou bien à l'international. C'est à ce moment-là que le studio va enfin pouvoir amortir les coûts de production. Sauf que pour qu'une série soit éligible à la syndication, il faut que le studio puisse garantir aux chaînes qu'elles seront en mesure de diffuser tant d'épisodes par jour sur une période de tant de semaines. Bref, plus il y a d'épisodes, plus il y a moyen de se faire des thunes. Ce qui explique pourquoi certaines séries durent encore et encore et encore. C'est pas forcément parce que les auteurs ont des choses intéressantes à raconter. Mais Gilligan, lui, il avait en tête une histoire dont la fin était annoncée dès le premier épisode, son personnage principal étant condamné à mort par un cancer des poumons. Non seulement ça, mais le concept même de sa série n'était pas étirable ad vitam aeternam. Oui bon, j'ai 2-3 notions de latin. L'idée principale, c'était que Walter White opère une phase de transformation, passant de Mr. Chips à Scarface. Tout tournait autour de ça. Et une fois la transformation terminée, la série prendrait fin. Tout simplement. C'est pourquoi il pensait faire 3 saisons et s'arrêter là. Mais il faisait des plans sur la comète, le Vince, car en réalité, il n'avait aucune idée de la façon dont sa série allait évoluer pour se complexifier au fur et à mesure des épisodes. Bref, 3 saisons, c'était désormais trop peu, surtout considérant le rythme très lent auquel avançait la série, qualifiée de slow burn, littéralement combustion lente, soit une histoire qui prend son temps pour se raconter. Désormais, Gilligan le savait, il aurait besoin de plus de temps pour terminer cette histoire. Sauf que c'est bien beau tout ça, mais Breaking Bad n'est toujours pas un carton. Malgré des critiques toujours emballées et de belles récompenses aux Emmy Awards, la saison 2 peinait à atteindre les 2 millions de téléspectateurs. Il n'était donc absolument pas garanti que Breaking Bad soit renouvelé par AMC pour une nouvelle fournée d'épisodes. Mais ce fut le cas. Sinon, il y aura pas de vidéo. Bref, salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on va se plonger dans la saison 3 de Breaking Bad, juste après ça. Salut ma gueule, c'est John Michael. Tu connais NordVPN? Non? Tu vis dans une grotte, c'est ça? NordVPN, c'est un VPN. Mais ça, tu l'avais deviné, n'est-ce pas mon con? Un VPN, c'est un logiciel qui va te permettre d'être pleinement en sécurité lors de tes navigations sur le web. Grâce à un système de chiffrage dont j'y comprends personnellement que dalle, NordVPN fait en sorte que tes données privées restent privées. Et ça, c'est capital. Active la protection anti-menace d'un simple clic pour bloquer tous les malwares et masquer ton adresse IP. Mais NordVPN, c'est bien plus qu'un simple VPN. Grâce à lui, tu vas pouvoir pleinement profiter de tes catalogues de streaming préférés. Voilà comment ça marche. NordVPN va se connecter à un serveur étranger et te permettre d'accéder au catalogue de streaming du pays en question. C'est aussi simple que ça, ma gueule. Bref, simple d'utilisation, dispose sur Windows, macOS, Linux, iOS, Android, bref sur tous les systèmes d'exploitation du monde et de l'univers, tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai une offre pour toi. En cliquant sur le lien dans la description, tu auras droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans et on t'offre même 4 mois gratuits. Et si jamais tu doutes encore, sache que tu bénéficies d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Et sur cette cerise, il y a encore une autre cerise, ma gueule. Quelle folie! Tous les résidents français qui souscrivent à l'abonnement de 2 ans auront une chance de gagner une Tesla Model Y d'une valeur de 53 890 €. Pas mal, non? Alors fonce, la sécurité, ça n'a pas de prix. De rien, ma gueule. En mai 2009, soit avant même la diffusion de l'épisode final de la saison 2, Gilligan et ses auteurs se retrouvent donc au sein de leur salle fétiche de Burbank en Californie pour plancher sur la suite des aventures de Walter White et Jesse Pinkman. Et cette année, la salle des auteurs allait de nouveau subir quelques remaniements. Déjà, Jay Roberts ne ferait pas son retour pour des raisons inconnues. Le mec a juste disparu de la circulation. Pouf, envolé. Mais ils accueilleraient 2 nouveaux collègues, Jennifer Hutchison et Thomas Schnauz. Jennifer Hutchison n'est pas vraiment une nouvelle recrue. Assistante de Gilligan depuis les années X-Files, elle travaillait en réalité dans la salle des auteurs de Breaking Bad depuis la saison 1. Mais à quoi sert donc un assistant dans la salle des auteurs? Eh bien en gros son travail consiste à écouter les auteurs et à noter absolument tout ce qu'ils se disent sur son ordinateur. Il ou elle gère aussi le fameux tableau avec les cartes et s'assure que chaque auteur dispose bien de toutes les données nécessaires pour pouvoir travailler. C'est donc un véritable travail d'archiviste, ce qui s'avère capital car parfois les auteurs vont pitcher une scène ou un dialogue et l'oublier 3 jours plus tard. Faut dire qu'ils en pitchent beaucoup par jour des idées. Et quand c'est le cas, l'assistant est là pour leur rappeler cette fameuse idée oubliée. Un rôle d'importance donc. Mais Hutchison nourrissait d'autres ambitions. Elle voulait intégrer l'équipe en tant que scénariste. Ainsi, pendant la saison 2, elle décida de leur montrer de quoi elle était capable en apportant ses propres idées. Des idées qui faisaient d'ailleurs très souvent mouche. Pour la tester, Gilligan lui offrit donc dans un premier temps l'opportunité d'écrire quelques webisodes de Breaking Bad diffusés sur internet avant la diffusion de la saison 2. Des épisodes très courts au ton plutôt comique, montrant les personnages de la série dans diverses situations incongrues. Et après cette première expérience concluante, Gilligan décida donc de l'accueillir en tant qu'auteur freelance sur la saison 3. Quant à Thomas Schnauz, c'est un vieil ami de Gilligan rencontré à la New York University Film School où ils ont fait leur film de fin d'études ensemble. Un film où 3 clowns kidnappent un mime. Ça ne s'invente pas. Les 2 hommes avaient ensuite collaboré sur X-Files et The Lone Gunman. Mais Schnauz non plus ne débarquait pas en terrain inconnu. Car souvenez-vous, c'est lors d'une conversation téléphonique avec ce dernier que Gilligan avait eu l'idée de Breaking Bad. Lors de ses années étudiantes, le surnom de Gilligan était Sky Marshall Winky.
Me demandez pas pourquoi. Et lors de la rédaction d'un épisode de X-Files en 2001, Schnoz décida de faire un clin d'œil à son ami en donnant ce surnom à l'un des personnages de son script, qu'il dut cependant modifier en Sky Commander Winky pour d'obscures raisons juridiques. Et quel acteur allait incarner Sky Commander Winky? Aaron Paul lui-même. Le destin. L'équipe au complet, ils se mettent donc au travail. Sur la saison 2, ils avaient pris quelques semaines pour planifier l'histoire globale de la saison. C'était nécessaire car la saison débutait et se terminait sur la même image, celle du fameux ours en peluche. Mais pour cette nouvelle saison, ils décidèrent de procéder autrement. Parce que comme on a pu le constater, les imprévus sont monnaie courante. Tel acteur peut se révéler indisponible aux dates prévues, tel décor également, bref, il faut savoir s'adapter aux situations. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que naissent les meilleures idées et les meilleurs personnages. Regardez Mike par exemple, il a été créé uniquement parce que Bob Odenkirk tournait un épisode de How I Met Your Mother et n'était pas disponible. Ça s'est joué à peu de choses. Ainsi, les auteurs décidèrent d'éviter de faire des plans sur la comète, et au lieu de commencer à travailler sur la saison de manière globale, ils avanceraient à tâtons, épisode par épisode, se laissant simplement porter par l'histoire et les personnages. Et comme ils sont un peu maso, ils décident de s'imposer un gros challenge dès l'épisode 1, où Skyler apprend la vérité sur la double vie de Walt. La dynamique du secret, présente dès l'épisode pilote et qui faisait partie des principaux moteurs de la narration, n'existait désormais plus, ou en tout cas de façon très amoindrie. La série pourra-t-elle s'en relever? Ils en font le pari. Et si cette décision s'avère lourde de conséquences pour les auteurs, ils se sentent cependant libérés d'un poids. Enfin, elle sait. Il ne voulait pas que Skyler passe pour moins intelligente qu'elle ne l'était, et il tenait à ce qu'elle ait un rôle plus actif dans la série. Dans la salle des auteurs, le rythme reste soutenu. 8 à 9 heures de travail par jour, 10 jours pour structurer un épisode, puis un auteur part l'écrire, ce qui nécessite entre 2 et 4 semaines. Mais à force de voir les personnages prendre vie grâce à des acteurs pleinement investis, ils les connaissent de mieux en mieux et les écrivent donc de façon plus spontanée, ce qui leur facilite le travail. Car tout découle des personnages. Ils sont le moteur de l'intrigue. Les questions qui reviennent le plus souvent en salle des auteurs, où en sont les personnages? Quelles sont leurs motivations? Que veulent-ils? C'est en répondant à ces questions qu'ils trouvent le chemin à emprunter. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire pour autant que cette étape est simple. Loin de là, car elles tiennent à explorer absolument toutes les pistes qui s'offrent à eux jusqu'à trouver la meilleure. Et ils y passent donc du temps. Gilligan a pour principe de ne jamais dire non à une idée. Quand une idée est proposée, ils réfléchissent à toutes les conséquences qu'elle pourrait engendrer jusqu'à sa conclusion logique. Comme d'habitude, ils ne laissent rien au hasard. Ils ne laissent rien au hasard et sont entièrement au service de l'histoire. Chaque scène doit avoir un but, sinon ils la suppriment. Parfois, ils débarquent avec des idées qu'ils trouvent fantastiques, mais s'ils se rendent compte qu'elles n'apportent rien de capital à l'histoire, ils oublient tout simplement ces idées, si géniales soient-elles. Bien vite, ils se rendent compte que cette saison 3 sera plus ambitieuse que les précédentes. Et fort heureusement, ils sont encouragés à aller dans ce sens par la chaîne et le studio. Ah bah ils vont pas être déçus, tiens. La production de cette nouvelle saison s'annonce en effet particulièrement complexe de par la multiplicité des personnages et points de vue. Et en août 2009, l'équipe était de retour à Albuquerque pour faire face à ce challenge. Sur Nomas, le premier épisode, Bryan Cranston fait son retour derrière la caméra. On remarquera qu'il est abonné aux épisodes d'ouverture de saison, ayant mis en scène 737 l'année précédente. Pourquoi? Pour des raisons purement pratiques. Étant donné que Cranston incarne le personnage principal de la série, il est constamment sollicité sur le plateau. Et là où ça pose problème, c'est que pour réaliser un épisode, il faut passer par une phase de préparation. Phase de préparation qui a lieu pendant le tournage de l'épisode précédent. Et étant donné que Cranston ne peut pas se dédoubler pour tourner un épisode tout en préparant celui qu'il devra réaliser, on lui confie le premier épisode de la saison, qu'il peut préparer sereinement car il n'y a pas d'épisode avant le premier. Logique. Et sur ce premier épisode, Cranston va faire face à une vraie course contre la montre. Comme d'habitude, l'équipe a 8 jours pour tourner un épisode. Pas plus, pas moins. Mais l'épisode étant complexe, ce planning va s'avérer particulièrement serré. En effet, le teaser de l'épisode est censé prendre place au Mexique, dans une ville perdue en plein désert. L'équipe doit donc trouver un lieu de tournage qui fasse l'affaire, tout en étant à proximité d'Albuquerque. Et ils finissent par trouver l'endroit parfait. Cabezon, une ville abandonnée particulièrement sordide, avec un arrière-plan visuellement incroyable sur une montagne. Bryan Cranston est ravi, de même que le chef opérateur Michael Slovis. Le problème, c'est que Cabezon est situé à 130 km des studios d'Albuquerque et que l'équipe n'aura qu'un seul jour pour tourner sur place. Mais ils ont beau chercher un endroit plus proche pour faciliter les choses, ils ne trouvent rien d'aussi saisissant que cet endroit. Ce sera donc Cabezon. Un endroit cependant pas spécialement accueillant, un des peintres de l'équipe déco s'étant fait mordre par un serpent à sonnette sur place. Avec 130 km de route au compteur, l'équipe devra tout faire pour respecter le plan de travail dans les temps. Et pour ce faire, elle se divisera en 3 équipes de tournage distinctes, opérant en parallèle pour mettre en boîte tous les plans requis. Mais c'était sans compter la météo. Dans le script, il est fait mention d'un paysage sec, surplombé d'un soleil étouffant. Et quand l'équipe arrive sur place le matin, il pleut. Est-ce vraiment étonnant? Heureusement, le temps se calme dans l'après-midi, mais cela leur fait tout de même perdre du temps. Dans ce teaser, on fait la connaissance de 2 nouveaux personnages, les jumeaux Leonel et Marco Salamanca, bien décidés à faire payer Walt la mort de leur cousin Tuco. Des personnages que les auteurs ont créés en repensant à la fameuse réplique de Tuco dans la saison 2, lorsque ce dernier faisait référence à ses cousins en route pour les chercher lui, Jesse et Walt pour leur faire traverser la frontière. Il s'agit d'ailleurs là d'un réflexe des auteurs, regarder dans le rétro pour imaginer le futur de la série. Mais hors de question de se répéter. Ils voulaient 2 personnages qui soient aussi terrifiants que Tuco, tout en étant complètement différents. Ainsi, là où Tuco
qu'au parler beaucoup, les deux frères sont plongés dans un mutisme leur conférant une aura particulièrement intimidante. Pour les incarner, il fallait donc trouver deux acteurs capables de laisser émaner une telle aura. Sharon Bialy et Sherry Thomas, toutes deux chargées de caster les acteurs principaux, finissent ainsi par dénicher Louis Moncada, mais il reste à trouver le deuxième. Et puis un jour, il mentionne son frère auprès des deux directrices de casting, qui lui demandent immédiatement de le leur présenter. Le lendemain, il débarque donc avec son frère Daniel, à qui elles font passer des essais. Et il a beau n'avoir aucune expérience en tant qu'acteur, l'équipe est ravie du résultat. Ils ont trouvé le duo parfait. Leurs costumes sont particulièrement soignés, détonnant grandement avec l'atmosphère de pauvreté ambiante de Cabesson. Mais ce qui les caractérise avant tout, ce sont leurs bottes, conçues par la costumière Kathleen de Taureau en collaboration avec un bijoutier. C'est ce dernier qui a sculpté les crânes situés à la pointe de leurs chaussures. Et ces bottes développent vite leur petite réputation sur le tournage, tous les membres de l'équipe demandant à les voir. Le teaser voit ainsi les deux cousins participer à un étrange rituel concernant Santa Muerte, dont les adorateurs doivent ramper jusqu'au sanctuaire. Une histoire que l'auteur Sam Catlin avait découvert dans le New York Times. Il s'agit d'une vraie religion pratiquée par 4 millions de personnes au Mexique et très répandue chez les dealers car elle a ceci de particulier que ses adorateurs peuvent souhaiter le bien, tout comme le mal. La religion des petits canailloux. Après avoir tourné les plans à Cabesson, l'équipe retrouve les frères Moncada pour une séquence spectaculaire impliquant rien de moins que l'explosion d'une camionnette. Cranston visualise un plan iconique avec les deux frères marchant vers la caméra et le camion explosant en arrière-plan. Mais le truc, c'est qu'ils ont juste assez d'essence pour une seule explosion. Ils n'ont donc pas le droit à l'erreur. La prise doit être parfaite dès le premier coup. Il leur demande donc de ne surtout pas tressaillir lorsque le camion explosera. Ils devront rester de marbre. L'équipe part donc se réfugier à une centaine de mètres, laissant les deux frères à 20 mètres du camion. Et lorsque l'explosion retentit, rien. Les deux frangins restent parfaitement impassibles. Daniel allant jusqu'à tirer une bouffée de sa cigarette comme Cranston lui avait suggéré. Badass. Et Cranston aura également droit à sa petite séquence danger lorsque Walt entreprend de faire brûler son argent au barbecue et que le feu se propage sur son peignoir. L'équipe met véritablement le feu au peignoir porté par Cranston et lui fait porter des gants en silicone pour protéger ses mains, qui les font d'ailleurs tripler de volume. Ils doivent ensuite tourner une séquence dans un gymnase avec 450 figurants, dont une majorité de bénévoles. Ils devront d'ailleurs redoubler d'astuces pour remplir le cadre à chaque fois et donner l'illusion que le gymnase était plein. Et cette séquence est riche en caméos puisque l'on y croise notamment Taylor Cranston, la fille de Brian, ainsi que Tessa Slovis, la fille du chef opérateur Michael Slovis. Également présente, Holly Rice, la compagne de Vince Gilligan. Robin Dearden, la femme de Cranston, également actrice, aura également droit à un petit rôle, celui d'une femme interrogée sur le crash ayant eu lieu en fin de saison 2. Breaking Bad, une affaire de famille avant tout. L'équipe accueille également Julie Dredzin dans le rôle de l'avocate de Skyler, qui n'est autre que la femme de Sam Catlin, un des auteurs de la série. Concernant le reste du casting principal, ils connaissent désormais leurs personnages par cœur. Et l'écriture étant parfaite, elle leur facilite beaucoup le travail. Tout ceci fait qu'ils n'ont quasiment plus besoin d'être dirigés, un élément qui fera d'ailleurs gagner beaucoup de temps à Cranston. L'épisode suivant, Caballo sin Nombre, voit le retour du réalisateur Adam Bernstein, habitué de la série depuis la saison 1. Sur cet épisode, l'équipe a le plaisir de retrouver la maison originale de Jesse, dont ils durent se passer lors de la saison 2, les nouveaux propriétaires ayant lancé des travaux de rénovation pendant son tournage. Les travaux étant désormais terminés, l'équipe a donc pu à nouveau investir les lieux. Sur le teaser de cet épisode, un challenge imprévu s'impose à l'équipe. Un challenge musical. Dans ce teaser, Walt est censé écouter et chanter un morceau passant à la radio. À l'origine, Gilligan voulait que le morceau en question soit Southern Cross de Crosby, Stills & Nash. Le scénariste Peter Gould a donc écrit la scène en ayant cette chanson en tête. Le problème, c'est que Thomas Golubic, le superviseur musical, n'est pas parvenu à obtenir les droits, qui étaient beaucoup trop chers pour eux. Ils furent donc contraints et forcés de se mettre en quête d'un nouveau morceau. Golubic leur fournit donc une compilation de dizaines de chansons, mais aucune ne semblait convenir. Car Gilligan voulait quelque chose de bien spécifique. Un morceau qui soit cool pour un homme d'âge mûr. Et ils finissent par jeter leur dévolu sur A Horse With No Name du groupe America. Un morceau que je trouve très cool. Mais cet épisode, c'est pas n'importe lequel. C'est un épisode iconique, inoubliable. C'est celui du lancer de pizza. Après que Walt se soit fait rembarrer par Skyler, le personnage, frustré, est censé jeter sa pizza sur le toit de sa maison. La pizza est donc censée sortir de la boîte pendant le lancer pour venir gentiment se poser sur le toit. Et autant c'est facile d'écrire un truc pareil, autant dans la pratique, c'est un poil plus compliqué. En plus de ça, l'équipe tient à ce que la pizza soit d'une taille particulièrement généreuse, et c'est ainsi qu'ils finissent par dénicher la pizza la plus grande d'Albuquerque. Et même si l'équipe des effets spéciaux y insère une sorte de disque pour la rendre plus aérodynamique, sa taille risquait de rendre la tâche encore plus complexe pour Cranston. Et pourtant... il a fait du premier coup, ce con. Comme quoi, des fois, on se prend la tête pour pas grand-chose, hein. L'épisode 3, IFT, est quant à lui réalisé par Michelle McLaren, qui fait également son retour après avoir mis en scène l'épisode 3 Days Out de la saison 2. Et cette année, elle fait aussi office de productrice exécutive sur la série. C'est d'ailleurs également le cas des scénaristes. Si Sam Catlin et John Shiban avaient débarqué en tant qu'auteurs et producteurs sur la saison 2, désormais, Peter Gould, George Mastras, Moira Walley-Beckett et Thomas Schnauz avaient également la main mise sur la production. Autre figure d'importance qui fait son retour dans l'épisode 3, Danny Trejo lui-même, qui retrouve son personnage de Tortuga le temps d'un flashback. Il fut d'ailleurs compliqué de le faire revenir étant donné qu'il tournait Machete au même moment, mais les
producteurs réussirent à s'arranger entre eux. Dans cette scène, un nouveau personnage fait son apparition, Juan Bolsa, figure importante du cartel dont le nom est une référence au personnage Johnny Sack des Sopranos, Juan étant l'équivalent de Johnny et Bolsa signifiant Sack. Pour l'incarner, l'équipe se met en quête d'un profil qui sorte de l'ordinaire. Ils ne veulent pas d'un chef de cartel cliché. Et c'est Javier Glarreta qui touche le gros lot, un vieil ami de Bryan Cranston dont il fut le colocataire et qui avait joué dans un épisode de X-Files écrit par Vince Gilligan des années plus tôt. Et cet épisode a pour particularité d'avoir la seule utilisation du mot fuck de la saison, prononcé par Anna Gunn. Dans l'épisode 4, Greenlight, l'équipe accueille Scott Winant à la réalisation, un vétéran de la télévision qui a lancé la carrière de Kelly Dixon, monteuse sur la série. Sur cet épisode, pas de bol, Betsy Brent, l'interprète de Marie, souffre d'une extinction de voix. Elle devra donc réenregistrer toutes ses répliques en post-production. Le genre de choses qui arrivent. Mass voit quant à lui le retour du Suédois Johan Renck. Débordant d'enthousiasme et d'énergie, il est très apprécié de l'équipe, qui est ravi de le retrouver. Le teaser de cet épisode, qui se déroule dans un strip club, va cependant poser problème vis-à-vis de la nudité. Il faut faire très attention à ne pas trop en montrer. Alors la violence et les décapitations, pas de problème, mais la peau nue, non. L'équipe a donc dû faire preuve de beaucoup de vigilance pendant le tournage et le montage de cette séquence. Pour cet épisode, l'équipe artistique a planché jour et nuit pour bâtir un décor qui allait revêtir une importance capitale dans le futur de la série, le super labo de Gus Fring. Un immense décor de 2 étages, conçu par le chef décorateur Mark Freeborn et construit par William Gilpin et son équipe. Un travail harassant qui aura coûté une petite fortune, mais pour un résultat impressionnant. Le super labo devait être parfaitement fonctionnel et donc disposer de l'équipement nécessaire pour concevoir de la méthamphétamine. L'équipe a donc de nouveau fait appel à des spécialistes de la DEA pour être sûr de faire les choses dans les règles. Le labo fut également conçu en collaboration avec le directeur photo Michael Slovis, qui a fait en sorte que la lumière soit intégrée naturellement au décor. Il a d'ailleurs conçu 3 ambiances différentes, entre lesquelles il alternerait selon les situations, évitant ainsi la monotonie. Et si ce labo est une pure invention de l'équipe artistique, la laverie en dessous de laquelle il est censé être situé est quant à elle bien réelle, de même que ses figurants qui en sont les véritables employés. Et pendant le tournage de cet épisode, l'équipe apprend une terrible nouvelle. Gwyn Savage, chargé de recruter les figurants d'Albuquerque, est décédé d'un cancer. L'épisode lui sera donc dédié. Sur Sunset, à l'épisode 6, pour la première fois, un des auteurs autres que Gilligan passe derrière la caméra. Il s'agit de John Shiban. Et ce dernier étant fan de films de genre, il s'amuse à écrire un teaser à mi-chemin entre le western et le film d'horreur, mettant en vedette les frères Salamanca. Un teaser tourné en plein désert, à 45 minutes des studios d'Albuquerque. Un poil plus proche que Cabesson. Cet épisode introduit un nouveau personnage à une galerie qui commence à être bien fournie, mine de rien. Et il s'agit de Gail Bettiker. Lorsque les auteurs créent un nouveau personnage, ils se posent toujours la même question. Quel type de personnage n'avons-nous pas encore croisé dans la série? Et sachant que Gail serait le nouveau partenaire de Walt, ils décident de créer l'antithèse parfaite de Jesse, l'âme sœur de Walt, un homme rigoureux, cultivé et passionné par les sciences. Et son nom, Bettiker, est un hommage à Bud Bettiker, réalisateur de western dans les années 50. Pour incarner ce poète scientifique, Sam Catlin et Thomas Schnauz pensent à David Costabile. Catlin car c'est un vieil ami à lui, et Schnauz parce qu'il le trouve excellent dans la série Damages. C'est donc lui qui est choisi, son audition filmée convainquant tout le monde qu'il est l'homme de la situation. Mais parfois, quand un personnage naît, un autre meurt. Et ici, il s'agit de ce bon vieux camping-car. Mais avant cela, les auteurs ont une idée de génie. Ils veulent créer une situation en suspense insoutenable. Hank, le beau-frère de Walt, trouve le fameux camping-car et s'apprête à y coincer Jesse. Sauf que Walt se trouve également à l'intérieur. Autrement dit, Jesse et Walt sont faits comme des rats. Les auteurs sont emballés et fiers de leur trouvaille. Le public sera tellement tenu en haleine. Sauf que du coup, c'est à eux de trouver la solution. Comment vont-ils s'en sortir? Voilà une question qui leur donnera mal à la tête pendant toute une semaine et qui s'applique tout autant à eux qu'à leur personnage. Car à ce moment-là, les auteurs se sentent aussi piégés que Walt et Jesse. Vont-ils creuser un trou sous le camping-car pour disparaître? Vont-ils démarrer le camping-car et s'enfuir en trombe en percutant Hank? Ils étudient absolument toutes les options possibles jusqu'à trouver la solution. Une solution que Walt mettra à peine 5 minutes à trouver, là où 8 personnes brillantes ont bûché dessus pendant une semaine. Il a pas eu son prix Nobel pour rien celui-là. Pour mettre en boîte cette séquence, il la divise en 2 parties. Dean Norris tournant ses plans en extérieur en décor naturel, et Cranston et Paul étant quant à eux au sein du décor de l'intérieur du camping-car bâti dans les studios d'Albuquerque. La magie du montage. Et tout ça nous amène donc à ce moment tragique et déchirant, la destruction du camping-car. Pour ce faire, ils doivent dégoter un camping-car du même modèle que leur véhicule star, car il est hors de question de détruire celui-ci. Et pour procéder, il est décidé que le véhicule sera passé au broyeur. Mais malheureusement, celui qu'ils trouvent est trop petit pour le contenir en entier. Avant de passer au broyeur, le camping-car sera donc coupé en 2 à l'aide d'un chariot élévateur. Le jour du tournage, ils placent une caméra à l'intérieur du véhicule et le chariot élévateur commence à faire son œuvre. Sauf que la caméra ne tourne pas. Shiban hurle donc au chauffeur de s'arrêter et il recommence après avoir bouché les trous avec du gros scotch. Plus de peur que de mal. Pour le tournage de cette saison, Vince Gilligan a prêté pas mal de ses biens personnels. Sa voiture notamment, qui a servi aux 2 frères Salamanca dans le premier épisode, et son appartement d'Albuquerque, investi par l'équipe dès l'épisode 6 pour en faire le nouvel appartement de Walt. Car le Gilligan est plutôt prêteur, c'est là sa grande qualité.
Arrive alors l'épisode de mi-saison, One Minute, à nouveau réalisé par la brillante Michelle McLaren. Un épisode riche en péripéties. Pour commencer, il faut trouver 2 jeunes acteurs pour incarner les jumeaux Salamanca à l'âge de 10 ans. Et ce sont Ruben et Victor Munoz Soto, 2 enfants locaux qui sont choisis par la production. Lors de leur casting, étant donné ce qu'ils allaient devoir jouer, l'équipe doit s'assurer qu'ils ne soient pas aquaphobes. Ainsi, ils apportent un seau rempli d'eau et leur demandent de plonger leur tête dedans et de la ressortir dès qu'ils le souhaiteront. Mais les 2 enfants n'ont pas de problème vis-à-vis de l'eau. Une seule chose leur faisait peur en vérité. Le fait qu'on leur demande de se raser la tête pour ressembler à la version adulte de leur personnage. Ce qui ne fut bien évidemment pas le cas. Petite nature. Ils partageront leur scène avec Marc Margolis dans le rôle d'Hector Salamanca qui, flashback oblige, est ici en mesure de parler et bouger. En fin d'épisode, une violente confrontation a lieu entre Hank et les frères Salamanca dans un parking public. McLaren et son équipe auront 2 jours pour la tourner et étant donné la complexité de la séquence, ils avaient tout préparé au détail près pour être en mesure de tout faire dans les temps. De manière générale, cet épisode était particulièrement ambitieux. Une scène avec des enfants, ce qui peut parfois s'avérer compliqué, une confrontation physique entre Hank et Jesse, des effets prosthétiques sur le visage d'Aaron Paul, une fusillade en plein jour, et pourtant, ils ont quasiment tout bouclé dans les temps. C'est dire si l'équipe était efficace. Ils allaient simplement devoir tourner quelques plans additionnels de la séquence entre Hank et les jumeaux en janvier 2010, quand Hank est à terre et cherche à récupérer la balle. One Minute, c'est donc un épisode particulièrement intense qui donne l'impression que la saison atteint son apogée, comme le fera un épisode final. C'est une chose assez inhabituelle et encore plus sur cette série réputée pour prendre son temps. Mais en réalité, ce n'était pas un calcul délibéré de la part des auteurs. Faire sembler le rythme en milieu de saison répondait tout simplement aux exigences narratives de leur intrigue. Je le rappelle, sur cette saison, les auteurs avançaient au jour le jour. Ils se laissaient donc constamment surprendre par leur histoire. ICU, l'épisode 8, est réalisé par le britannique Colin Buxey, qui avait précédemment mis en scène l'épisode de la mort de Jane dans la saison 2. Le réalisateur avait rencontré Gilligan en 2005 sur la série ABC Night Stalker, pour laquelle il avait mis en scène un épisode écrit par ce dernier. Mais ICU, c'est aussi le premier épisode signé par Jennifer Hutchison. Et nous sommes tous très fiers de Jennifer. Sur cet épisode, Michael Slovis n'officiera pas en tant que chef opérateur, car elle doit préparer le tournage de l'épisode suivant, pour lequel il troquera sa casquette de directeur photo contre celle de réalisateur. Il cède donc sa place à l'opérateur caméra Peter Rainier sur cet épisode et le suivant. ICU prend principalement place au sein d'un hôpital. Et par chance, ils parviennent à tourner au sein de l'hôpital d'Albuquerque, dont ils investissent une aile alors en plein travaux et donc inutilisée au moment du tournage. Si les 2 jumeaux étaient à l'origine censés mourir dans l'épisode 7, les auteurs décident finalement d'en garder un en vie un peu plus longtemps pour lui offrir un face-à-face avec Walt. Ce sera donc Léonel, incarné par Daniel Moncada, dont le face-à-face avec Hank l'a privé de l'usage de ses jambes, désormais amputées. Pour tourner ces scènes, l'équipe utilisera donc un mélange entre des effets visuels, Daniel Moncada portant des bas verts qui seront ensuite supprimés en post-production, et des plans tournés avec un véritable amputé. Cet épisode marque donc une fin de tournage pour les frères Moncada, un duo très apprécié par l'équipe et à des années-lumière des sociopathes auxquels ils donnaient vie. L'épisode 9, Kafkaesque, marque donc l'entrée en scène de Michael Slovis en tant que réalisateur sur la série. Et étant donné que le gars est calé en images, il sait exactement ce qu'il veut et surtout comment l'obtenir. Pour le teaser, dans lequel on peut voir un spot de pub pour les restaurants Los Pollos Hermanos du baron de la drogue Gus Fring, Slovis demande donc une caméra haute cadence capable d'enregistrer à 2000 images par seconde, idéale pour faire de beaux ralentis. Il s'agit cependant d'une caméra numérique qui tranche donc avec le style habituel de la série, tournée sur pellicule. Mais elle sera cependant à nouveau utilisée dans 2 autres épisodes, le rendu ayant beaucoup plu à l'équipe. Sur un épisode de Breaking Bad, l'équipe doit produire en moyenne 6 minutes utiles par jour, soit 6 minutes qui seront effectivement conservées au montage. C'est la règle. S'ils ne tournaient qu'une minute utile par jour, il leur faudrait 47 jours pour mettre en boîte un épisode et ça coûtera un poil plus cher. Bref, sur Kafkaesque, les rencontres un problème. Dans le script écrit par Peter Gould et George Mastras figure une séquence dans laquelle Walt manque de percuter un camion sur la route. Le problème étant que cette séquence d'1 minute 30 nécessitera à elle seule toute une journée de tournage. Mais estimant qu'elle était capitale, ils se battront pour la tourner et feront en sorte de rattraper leur retard les jours suivants sans entraîner de dépenses supplémentaires. Et ça, il va aller mieux, parce que la saison 3, elle a coûté cher. Et une des raisons pour lesquelles elle a coûté cher, c'est la construction du décor du super labo. Toujours est-il qu'arrivé à l'épisode 10, le budget de la saison 3 avait dépassé toutes les estimations. En même temps, vous aviez dit d'être ambitieux, hein. Il était donc désormais nécessaire de faire des économies. Et quand on a besoin de faire des économies, on fait un épisode bouteille. Et cette fois-ci, on en fait un vrai. Pas comme 4 Days Out. Les auteurs décident donc de partir sur un huis clos avec Walt et Jesse dans le super labo. Et lors de la conception de cet épisode, ils doutent énormément, se demandant si le format du huis clos va fonctionner. Mais que se passera-t-il dans cet épisode? Plusieurs idées sont envisagées. Parmi elles, Walt s'imagine parler à une petite fille victime du crash survenu en fin de saison 2. Mais il décide de partir sur quelque chose de plus simple et de quasi absurde. Walt et Jesse passeront l'épisode à chasser une mouche au sein du super labo. D'où le titre de l'épisode, Fly. Pour les auteurs, l'épisode sera particulièrement complexe à imaginer, car il ne s'y passe pas grand-chose en soi. Il n'y a pas d'histoire à raconter, seulement ce fil rouge avec la mouche. Ce qui importe en réalité, ce sont les échanges prenant place entre Walt et Jesse. Si la série tente généralement de faire des économies en termes de dialogue, Fly ira totalement à contre-courant de ce principe. Ainsi, une idée en entraînant une autre, les auteurs finissent par remplir non pas un, mais 2 tableaux avec leurs cartes pour ce seul épisode. Une grande première pour Gilligan. L'écriture est ensuite confiée aux scénaristes Sam Catlin et Moira Wally-Beckett, dont l'expérience en tant que dramaturge leur sera grandement utile considérant le format très théâtral de l'épisode. Comment ça se passe quand 2 auteurs écrivent un script? Ah là là, vous avez de ces questions, je vous jure. Alors il n'y a pas vraiment de règle immuable, mais en l'occurrence, les 2
deux auteurs se sont répartis les actes. Kathleen a écrit le teaser et les actes 2 et 4, et Wally Beckett les actes 1 et 3. Pour mettre en scène cet épisode, c'est Rian Johnson qui débarque. Réalisateur de cinéma qui avait signé Brick et une arnaque presque parfaite, et qui faisait donc son entrée dans le monde des séries télé. Aujourd'hui, on le connaît pour l'épisode 8 de Star Wars et sa saga des enquêtes de Benoît Blanc. Bref, Gilligan étant très fan de Brick, il voulait beaucoup travailler avec lui et fut donc très heureux de pouvoir l'engager pour mettre en scène un épisode de Breaking Bad. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur une série, les réalisateurs sont généralement embauchés des mois à l'avance et à l'aveugle, ce qui signifie qu'au moment de signer, ils n'ont strictement aucune idée de ce dont parlera leur épisode. Ainsi, lorsque Johnson reçoit le synopsis de son épisode, il est un peu beaucoup décontenancé et a du mal à rentrer dedans. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu, l'épisode repose principalement sur des dialogues, et dans un synopsis, c'est pas ce sur quoi on s'attarde le plus. Il peut donc effectivement être difficile de se faire une idée de l'épisode si tout ce qu'on a comme élément c'est Walt et Jesse chassent une mouche en taillant le bout de gras. Mais le réalisateur finit par comprendre la nature du challenge qui l'attend, ce qui l'enthousiasme énormément. Contrairement à ses homologues, il débarque avec non pas 8 jours d'avance, mais 16 pour avoir tout le temps nécessaire pour préparer son épisode. Il passe alors par deux phases capitales. Pour commencer, le tone meeting. Chaque réalisateur en fait un. Il s'agit de parcourir le script de son épisode page après page avec Gilligan, histoire de bien comprendre ses intentions et sa vision, et surtout être à même de restituer l'ambiance de Breaking Bad. Car il faut bien garder en tête que chaque épisode fait partie d'un tout, et doit donc s'intégrer de façon cohérente et naturelle avec le reste de la saison. Ce meeting fut particulièrement utile pour Johnson, et surtout la partie spécifiquement liée à l'épisode. Car à l'origine, le réalisateur voyait la mouche comme une présence menaçante, une sorte de requin des dents de la mer. Mais en mouche. Il avait donc commencé à penser sa mise en scène en conséquence. Le meeting avec Gilligan lui permet donc de se rendre compte qu'il était sur la mauvaise voie. Il était important que la mouche ne soit qu'une simple mouche pour souligner l'aspect absurde de la quête de Walt. Car tout ce qui importe dans cet épisode, c'est ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Après le tone meeting, il y a donc le concept meeting, cette fois-ci en présence de Gilligan, des scénaristes, des divers chefs de département et de l'équipe de pré-prod. Le réalisateur fait alors part de ses idées et ses envies pour chaque scène, et on lui dit si c'est faisable, si c'est trop coûteux ou s'il faut simplement repenser des choses. Par exemple, utiliser une grue lors d'une journée de tournage est possible. 2 passes encore, mais il ne faut pas compter plus considérant le budget. Un budget estimé à environ 3 millions de dollars par épisode. Une fois toutes ces données en tête, le réalisateur peut alors organiser ses priorités. Johnson et ses acteurs ont ensuite le luxe de pouvoir répéter au sein du décor sans toute l'équipe au milieu, simplement avec Moira Wally Beckett, chose qui n'arrive jamais et qui est permise de par la nature minimaliste de l'épisode. Lors du tournage, la question de la mouche se pose. Étant donné qu'il était hors de question d'en utiliser de vrai, elle sera créée à l'aide d'effets visuels, supervisés par Matt Beck pour le compte d'Entity FX. Les acteurs devront donc chasser une mouche invisible. Et pour certains plans bien spécifiques, notamment celui tourné avec la fameuse caméra haute cadence, l'équipe fait appel à un créateur de fausses mouches. Je me demande si c'était une vocation, tiens. Et à 200 $ la fausse mouche, ils avaient intérêt à pas déconner avec. Sur cet épisode, les acteurs se surpassent, devant parfois jouer des monologues courant sur 12 pages, soit 12 minutes de film, et étant capables de les déclamer en une seule prise. Ils se sentent totalement immergés dans leur rôle, ne faisant qu'un avec leur personnage le temps de ces longues prises. Et Johnson n'hésite pas à proposer toutes sortes d'idées visuelles inventives. L'une d'entre elles étant particulièrement bien pensée, permettant de passer d'un plan d'ensemble où Walt, incarné par le cascadeur Ed Durant, fait une chute depuis l'étage du super labo, à un plan rapproché de Bryan Cranston, et ce sans coupure apparente. L'équipe a d'abord filmé la chute du cascadeur en gardant la caméra complètement statique, puis Cranston est venu se mettre à la place de ce dernier en tentant de reprendre la même position. Une fois en place, la caméra a démarré son mouvement, et après quelques bidouilles en post-prod, l'illusion d'un plan continu serait totale. Bref, cet épisode étrange fut au final un véritable exutoire créatif pour l'équipe, qui apprécia le challenge, même si Aaron Paul en est ressorti avec le bras en deux le riz suite à cette prise. Le porc, c'est toujours pour sa gueule. Fait intéressant, les images du teaser n'ont pas été tournées par l'équipe. Il s'agit d'une vidéo trouvée sur YouTube, dont ils ont par conséquent acheté les droits. Comme quoi, de YouTube à Breaking Bad, il n'y a qu'un pas. Si tu m'entends, Vince. L'épisode 11, à BQ, est à nouveau réalisé par Michelle McLaren et marque le retour de Kristen Ritter le temps d'un teaser flashback. C'est également le premier épisode de Emily Rios dans le rôle d'Andrea, personnage d'importance pour Jesse. Et comme j'ai pas grand chose à vous raconter sur cet épisode de façon bien spécifique, laissez-moi plutôt vous balancer des infos sur la saison 3 de façon totalement random et paresseuse. Pour incarner le nouveau-né Holly White, plusieurs bébés sont utilisés par l'équipe, entre 5 et 6, car leur temps de présence sur le plateau est limité légalement à 15 minutes par jour. Ils doivent donc souvent alterner, parfois même entre 2 prises. Fichu syndicat des bébés. 3,5 km de pellicule par jour. C'est la limite à ne pas dépasser pour respecter le budget. Mais bon, de toute façon, c'est déjà mort. L'auteur George Mastras ayant lui-même travaillé comme avocat à Los Angeles, il est à même de donner des conseils sur l'aspect juridique de la série, et notamment tout ce qui concerne le personnage de Saul Goodman. Il a d'ailleurs souvent défendu des célébrités face à des plaignants représentés par des avocats dans la veine de Saul. Et oui, ce genre de personne existe. Et le même George Mastras a un frère oncologue qui a quant à lui été d'une grande aide concernant le suivi médical de Walt dans les 2 premières saisons. Utile le Mastras. Aaron Paul n'a jamais vraiment digéré le fait que Jesse ait failli être tué par Gilligan lors de la saison 1. Par conséquent, il sentait toujours l'ombre de cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et Cranston n'étant pas le dernier pour rigoler, il s'arrangeait souvent pour lire les scripts des épisodes avant son partenaire, qu'il retrouvait juste après avec un petit air compréhensif, lui massant les épaules et déclarant que ça avait été une belle aventure et que son personnage mourrait comme un champion. Sacré Brian, toujours le mot pour rire.
Giancarlo Esposito ne parle pas un mot d'espagnol. Il a donc pris des cours pour avoir quelques bases et a ensuite appris ses répliques phonétiquement. Muy bien. La fameuse She-Machine utilisée par Saul a bien failli n'être qu'un simple tapis de course. C'est Gilligan qui a proposé l'idée de cet appareil insolite qu'il possédait lui-même car son ami John Shiban lui en avait fait cadeau quelques années auparavant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. L'épisode 12, Half Measures, est à nouveau réalisé par Adam Bernstein, ce qui fait alors de lui le réalisateur ayant mis en scène le plus d'épisodes de la série. L'épisode commence par un teaser mettant en scène Wendy, la prostituée que fréquente parfois Jessie, incarnée par Julia Minessi, actrice locale à l'hygiène de vie irréprochable. Comme quoi? Pour ce teaser, l'équipe filme un timelapse de Wendy pendant 2 heures qui résultera ensuite en 2 minutes d'image. Sauf que quand l'équipe lance la caméra, une voiture s'approche de Wendy pour lui demander ses services, mais elle ne fait pas partie des véhicules de la prod. Il s'agissait là d'un vrai client potentiel. Fort heureusement, Minessi s'en est rapidement rendu compte et a prévenu l'homme en question, qui est bien vite reparti. Sur cet épisode, le challenge est représenté par la séquence de fin, tournée de nuit entre 18h et 6h du matin. Et étant donné qu'il la tourne en janvier, il fait extrêmement froid. Dans cette scène, une violente collision a lieu entre la voiture de Walt et 2 dealers sur le point de tuer Jessie. Et Gilligan voulait que la cascade soit la plus réaliste et choquante possible, à l'opposé d'une cascade hollywoodienne. Il est donc décidé de la filmer en plan séquence, comme si l'on adoptait le point de vue d'un passant. La collision sera ensuite créée à l'aide d'effets visuels, mais d'après une base réelle. Tout d'abord, il tourne une première prise avec les acteurs qui doivent simuler la première fraction de l'impact. Cela nécessitera une dizaine de prises avant d'obtenir le bon résultat, avec une réaction parfaite de leur part. Ensuite, la deuxième prise met en scène la voiture fonçant à 60 km/h sur la trajectoire de laquelle l'équipe a disposé des sacs de sable pour simuler l'impact. Les deux prises seront ensuite assemblées au montage, et l'équipe d'Entity FX n'aura plus qu'à prendre en charge le reste, en créant des personnages numériques percutés par la voiture de Walt. Et le résultat dépassera les espérances de Gilligan. Un tournage de nuit, c'est épuisant pour tout le monde. Pour l'équipe technique qui bosse sans discontinuer, et aussi pour les acteurs qui, en plus de ça, incarnent des personnages au parcours intense, tant physiquement que mentalement. Bref, cette histoire, ça n'arrange pas leurs affaires. Mais il faut aussi savoir qu'un tel tournage entraîne des complications au niveau du planning général. Car après ça, les membres de l'équipe ont besoin de 12 heures pour récupérer. Et c'est bien normal. Mais ça implique qu'ils perdent des heures de tournage sur la journée suivante et ne peuvent donc tourner que sur une demi-journée. Mais tout le monde garde la forme, car il ne reste plus qu'un épisode à tourner, Full Measures, qui marque le grand retour de Vince Gilligan à la réalisation, chose qu'il n'avait pas fait depuis le pilote. Lui qui n'a pratiquement pas été présent sur le plateau lors de cette saison peut donc rattraper le coup. Et il va en chier. Car elle va prendre pleinement conscience de ce que ça fait de mettre en boîte un épisode en seulement 8 jours, lui qui avait profité d'environ 16 jours de tournage pour le pilote. Énormément de sacrifices doivent donc être faits pendant les prises de vue à cause du temps imparti, et beaucoup d'idées de plans sont donc abandonnées. S'il avait la sale habitude de se plaindre de l'absence de certains plans au moment de monter les épisodes, voilà une chose qui ne se permettrait désormais plus de faire. A l'origine, l'épisode devait commencer par l'examen du permis de conduire de Walt Jr., pour lequel ce dernier utilise la voiture de son père. La caméra aurait été placée sous le châssis, nous permettant d'y voir du sang et la paire de lunettes d'un des gros bras de Gus tué par Walt la nuit précédente avec cette même voiture. Mais cette scène n'a jamais pu être tournée, car les plans en question auraient mis trop de temps pour être mis en boîte. Dommage. Et c'est ainsi qu'à la fin janvier 2010, le tournage de la saison 3 prit fin avec l'habituelle fête de fin de tournage, à laquelle Cranston et Paul viennent cette fois-ci déguisés en Skyler et Jane. Jamais décevant ces deux-là. Pour la phase de post-prod, des changements eurent lieu concernant son déroulement. Auparavant, elle démarrait en parallèle du tournage, ce qui impliquait que Gilligan doit superviser à la fois l'écriture des épisodes, la production des épisodes et la post-production des épisodes. Soit beaucoup de travail pour un seul homme. Beaucoup trop en vérité. Sur la saison 2, Sony lui donna donc plus de temps pour qu'il puisse achever son travail sans partir en burn-out. Mais ici, plutôt que de tout faire en même temps, le studio décida tout simplement de séparer les tâches et d'attendre que le tournage soit terminé avant que Gilligan n'enchaîne sur la post-prod. Je le rappelle, Breaking Bad profite des talents de 3 monteurs. Lynn Willingham, présente depuis le pilote et doublement récompensée aux Emmy Awards pour son travail sur la série, Kelly Dixon, son ancienne assistante, et Skip McDonald. À eux trois, ils se partagent donc le montage des épisodes. Généralement, un monteur prend en charge un épisode, travaille avec le réalisateur sur son montage pendant une dizaine de jours, puis Gilligan débarque pour affiner le montage. Une étape capitale, car c'est lui qui valide l'épisode et qui permet donc de passer aux étapes suivantes. Mixage, étalonnage, bref, toutes les phases typiques de post-production. Sur les saisons 1 et 2, Gilligan enchaînait directement après le réalisateur, rendant le processus très fluide et permettant au monteur de travailler en continu. Car le temps que Gilligan procède aux divers ajustements, il recevait ensuite les rushs de son épisode suivant, qu'il commençait donc à monter avec un autre réalisateur. Et ainsi de suite. L'histoire de la vie, le cycle éternel. Sauf que là, ça se passerait différemment, car Gilligan ne viendrait valider son épisode que des mois plus tard, après que le tournage soit achevé à Albuquerque. Ce qui signifie qu'après avoir travaillé avec les réalisateurs sur leur director's cut, les monteurs devaient attendre une bonne dizaine de jours avant de recevoir les rushs de l'épisode suivant. Autrement dit, 10 jours sans travailler entre chaque épisode, donc 10 jours pas payés. Multiplié par 4, chaque monteur travaillant sur 4 épisodes, est réparti sur une période de 8 mois et demi, entre août et mars. Les monteurs seraient donc payés pour 6 mois tout en étant réquisitionnés pendant 8 mois et demi. C'était 2 mois de perte de salaire sur l'année, sans compter le fait qu'il était parfois difficile pour eux de trouver de petits contrats entre les saisons. La perte d'argent était donc immense, ce n'était tout simplement plus viable pour eux. Lynn Willingham en était bien consciente, et elle était consciente du fait que la seule solution, c'était de passer de 3 à 2 monteurs.
Ainsi, le problème se résoudrait de lui-même, les monteurs passant de 4 à 7 épisodes à monter, ce qui les occuperait jusqu'à ce que Gilligan les rejoigne. Mais le showrunner, très loyal, ne voulait pas en arriver là. Cependant, Willingham craignait que cela finisse par lui être imposé par le studio et que Kelly Dixon, son ancienne assistante, la moins expérimentée des 3 monteurs, soit sacrifiée. Willingham décida donc à contre-cœur de quitter la série, permettant à ses collègues de maintenir des salaires stables. Immense respect. Attardons-nous un peu sur le travail de Dave Porter, compositeur de la série. Pour commencer, Porter dispose de seulement 4 jours par épisode pour écrire la musique, soit l'équivalent de pas beaucoup de temps. Et sa tâche est d'autant plus ardue qu'il ne veut strictement rien savoir de l'épisode avant de recevoir le montage qui constituera sa base de travail. Il ne veut pas lire les scripts pour ne pas se faire de fausses idées. Ce qu'il veut, c'est se mettre dans la peau d'un spectateur qui découvre et ressent de façon très naturelle les émotions provoquées par les images, et non pas ce qu'elles sont censées provoquer d'après les indications du script. Gilligan et ses monteurs croient d'ailleurs beaucoup en la force évocatrice des images, n'utilisant pas de musique temporaire comme c'est généralement le cas. Le visuel doit se suffire à lui-même, la musique de Dave Porter étant la cerise sur le gâteau. Sur cette saison, Porter crée toute une palette de sons associés aux frères Salamanca. Et pour ce faire, il fait appel à un ami musicien possédant toute une collection d'instruments étranges basés sur nos connaissances des instruments de musique de la civilisation aztèque. Des percussions, des sifflets de guerre, etc. Il fait également en sorte d'évoquer musicalement le désert, notamment à l'aide de sons évoquant des serpents. Ce mélange de différents styles d'instruments, à la fois acoustiques, électroniques, en provenance de différentes parties du monde et parfois même d'anciennes civilisations, démontre bien l'implication du compositeur et sa volonté de proposer une musique unique. Bravo Dave, tu es un héros de l'ombre, mais un héros quand même. Le 21 mars 2010, 1,95 million de téléspectateurs sont présents pour le retour de Walt et Jesse sur AMC. Un record de battu pour la série qui plafonnait jusqu'alors à 1,66 million, atteint lors de la reprise de la saison précédente. Le plus petit score de la saison sera de 1,19 million pour l'épisode 12 et la saison se terminera sur la note moyenne de 1,56 million de téléspectateurs. Bref, du côté des audiences, les années se suivent et se ressemblent pour Breaking Bad. Mais c'est heureusement également le cas du côté des critiques qui sont toujours aussi emballés par la qualité de la série. Aux Emmy Awards, la série récolte 6 nominations. Meilleure série, meilleur acteur pour Bryan Cranston, meilleur acteur dans un second rôle pour Aaron Paul, meilleure réalisatrice pour Michelle MacLaren pour l'épisode 1 Minute, meilleure photographie pour Michael Slovis pour l'épisode Nomas, meilleur montage pour Skip McDonald pour ce même épisode, et meilleur mixage sonore pour 1 Minute. Pour la 3e fois consécutive, Bryan Cranston est sacré meilleur acteur, et son partenaire Aaron Paul a quant à lui l'honneur de recevoir sa première récompense. Et c'est pas volé. À la fin de la saison 2, Walt avait perdu les 2 choses qui l'avaient poussé à se lancer dans cette folle entreprise criminelle, sa famille et son cancer. Sans cancer, sans condamnation à mort, pas de raison de mettre de l'argent de côté pour sa famille. Le trafic de meth n'avait donc plus lieu d'être. Et sans sa famille, il perdait sa principale raison de vivre. Soi-disant. C'est donc un Walt brisé et perdu que l'on retrouve en début de saison 3. Un homme qui sait qu'il a fait les mauvais choix et qui en paye désormais le prix. L'objectif est donc clair. Il faut laisser tomber la meth et revenir dans le droit chemin. Heisenberg, c'est du passé. Seul compte sa famille. En d'autres termes, il faut reprendre le contrôle de sa vie. Mais comme on le sait, dans l'univers de Breaking Bad, rien n'est jamais sans conséquences. Et dans l'ombre, des forces qui le dépassent sont à l'œuvre. Certaines voulant sa mort, d'autres voulant exploiter ses talents. Quoi que veuille Walt, l'ombre d'Heisenberg planera toujours au-dessus de lui, attendant le moment opportun pour faire son retour. Autrement dit, il n'y a plus de marche arrière possible. Par bien des aspects, cette saison 3 fait office de nouveau départ avec une configuration complètement nouvelle. Walt en bonne santé mais sans sa famille étonnant à rester éloigné du trafic de meth, Jesse sortant de cure de désintox mais prêt à assumer qui il prétend être réellement au fond de lui. Mais surtout, une donnée qui change entièrement la donne pour Walt, Skyler connaît désormais son secret. Si Walt a toujours été obsédé par le contrôle, il s'agit là de la saison où il le perd complètement. Le divorce lui pend au nez, il se fait virer de son job de professeur, Jesse cherche à continuer le business sans lui, ce qui va profondément heurter sa fierté. What the hell is this? Sans oublier ces événements capitaux qui se déroulent dans son dos avec les frères Salamanca et Gus Fring. Walt s'est bien souvent trouvé dépassé par les événements, mais ici, pour la première fois depuis le début de la série, il semble complètement passif, subissant les événements là où il en était généralement le moteur. Dans les saisons précédentes, il avait souvent plusieurs coups d'avance sur le public, mais ici, la dynamique est inversée, le public sachant des choses que lui ignore. Il faudra plusieurs épisodes à Walt pour se rendre compte que désormais, il est sous le contrôle de Gus Fring. Le contrôle. Il s'agit là du thème principal de cette saison, où quête de contrôle et perte de contrôle s'entremêlent en continu. En haut de la pyramide, Gus Fring, personnage dont la présence magnétique et le jeu tout en subtilité de Giancarlo Esposito en font un antagoniste fascinant. Tantôt chaleureux, tantôt intimidant, Gus dévoile ses différentes facettes au compte-gouttes, mais ne révèle aucune faille et ne laisse par conséquent jamais entrevoir sa véritable personnalité ou ses motivations profondes. Il n'émane du personnage qu'un contrôle absolu, que ce soit dans sa diction, sa gestuelle, ses expressions ou le choix de ses mots, ce qui fait qu'il est impossible de lire en lui. Son objectif, le monopole du trafic de meth. Autrement dit, le contrôle total. Bref, un antagoniste brillant et donc parfait pour Walter qui ne cache pas éprouver une certaine admiration
inspiration pour lui, car un antagoniste partage bien souvent le même objectif que le protagoniste. Des antagonistes, il y en a 2 autres dans cette saison 3, et ils y font une entrée remarquée dès ses premiers instants. Je veux bien sûr parler des frères Salamanca, personnages dont le mutisme et l'invulnérabilité apparente leur apportent un côté iconique et surréaliste qui s'intègre pourtant fort bien à la série, car si le réalisme reste une des priorités des auteurs, il n'empêche qu'ils se permettent parfois quelques facéties stylistiques. Ce qui fait d'ailleurs tout le sel de Breaking Bad. Et les jumeaux Salamanca en sont le meilleur exemple, qualifié par Gilligan de ce qui se rapprocherait le plus d'un Terminator dans l'univers de la série. Par conséquent, si certains trouveront ces personnages, leur look et leur attitude un peu exagérés voire hors de propos, on ne peut nier que le duo fait forte impression, étant à l'origine de certaines séquences inoubliables. Le rituel de Santa Muerte, dès les premières minutes de l'épisode 1, d'autant plus marquante que Michael Slovis y impose une colorimétrie dorée qui sera dorénavant associée à toutes les séquences prenant place au Mexique, ou leur entrée chez Walter tout en discrétion pendant que ce dernier se douche et n'a aucune idée de ce qui se trame, et où là aussi Slovis fait en sorte de marquer le coup via des plans tournés en steadicam. Habituellement évité sur la série qui privilégie le réalisme de la caméra à l'épaule, Slovis prend ici le parti de créer une rupture stylistique. Il s'agit là de briser les conventions pour faire ressentir au public que quelque chose d'anormal est en cours. Un moyen idéal pour faire naître l'attention. Autre moment d'importance, leur violente confrontation avec Hank, qui restera comme l'une des scènes les plus marquantes de la série de par son intensité et son redoutable sens du suspense. Dans cette saison, Hank en prend pour son grade. Toujours hanté par la fusillade avec Tuco et son séjour sanglant à El Paso, Hank s'investit à un niveau quasi obsessionnel sur l'affaire Heisenberg. Une enquête qui lui servira de prétexte pour éviter un retour redouté à El Paso, mais qui constituera également pour lui une façon de s'occuper l'esprit pour espérer vaincre son stress post-traumatique. Il a pas forcément choisi la bonne affaire. Le but de Hank, c'est avant tout de retrouver le contrôle de lui-même et de dire adieu à ses crises de panique intempestives. Ainsi, Hank étant un enquêteur hors pair, il se trouve bien vite à 2 doigts de coincer Walt et Jesse grâce à la piste du camping-car. Ce qui nous offre là aussi une scène particulièrement marquante, la panique ressentie par Walt à l'idée de se faire coincer par son beau-frère étant communicative. Une simple porte les sépare de Hank et il semble donc n'y avoir aucune issue pour les 2 dealers. Il est d'ailleurs intéressant de souligner le côté méta de la situation. Les voir réfléchir et évaluer leurs options s'apparentant à la façon dont les auteurs eux-mêmes ont évalué les options qui s'offraient à eux, argumentant et contre-argumentant jusqu'à trouver la solution. Au pied du mur, Walt utilise l'option la plus répréhensible, mais la seule qui garantisse un résultat immédiat. Il porte atteinte à la sphère privée et émotionnelle de son beau-frère, lui faisant croire grâce à Saul Goodman que sa femme Marie vient de subir un terrible accident de voiture. Walt et Jesse sont alors hors de danger, mais nous sommes dans Breaking Bad, ce qui veut dire que cette action aura des conséquences. Hank finit donc par comprendre la supercherie, ce après avoir frôlé la crise de panique dans une séquence où Slovis joue à nouveau avec les couleurs, ces dernières revenant petit à petit lorsque Hank réalise que Marie est indemne. Enragé et comprenant qu'il a affaire à bien plus fort que lui, il sortira de ses gants en agressant Jesse quelques heures plus tard et sera mis à pied. Mais tout ceci n'est que le résultat de ces 2 traumatismes vécus dans la saison précédente. En agressant Jesse, Hank évacue toute sa frustration d'avoir été manipulé, mais aussi son mal-être général, faisant preuve d'une totale perte de self-control. Sa relation avec Marie s'avère particulièrement touchante, permettant d'exprimer pleinement la sensibilité du personnage derrière cette fameuse façade à laquelle il tient tant. 2 personnages loin d'être parfaits, mais qui semblent parfaits l'un pour l'autre. Et puis arrive ce face-à-face sanglant avec les Salamanca, dont il ressort vivant, mais pas indemne. Hank devra désormais passer par une lourde phase de rééducation pour espérer marcher à nouveau. La déconstruction du personnage de macho invincible continue donc de plus belle dans cette saison, Hank dévoilant de plus en plus de failles au fur et à mesure des épisodes, jusqu'à être quasiment privé de son autonomie. De son côté, le contrôle s'efface donc petit à petit. D'abord à un niveau mental suite à son traumatisme, désormais à un niveau physique. On saluera à nouveau le jeu de Dean Norris, qui offre une performance pleine de justesse, l'acteur étant aussi à l'aise pour exprimer l'exubérance de Hank que sa vulnérabilité. Et ce n'est pas étonnant quand on sait que les auteurs se sont beaucoup inspirés de l'acteur pour écrire son personnage. Diplômé d'Harvard, passionné de littérature et de poésie, Norris dispose d'une grande sensibilité, mais tout comme son personnage, il cache cette facette de lui-même derrière une épaisse couche d'exubérance. L'autre personnage qui va en baver lors de cette saison, c'est Skyler. Désormais au courant des activités de Walt, Skyler se trouve plongé dans une situation particulièrement pénible, ne voulant plus vivre auprès de Walt et demandant le divorce, mais refusant de révéler les raisons à son entourage. Si elle tente de faire les choix les plus raisonnables compte tenu des circonstances extrêmes, cette impossibilité pour elle de dévoiler la vérité constitue un véritable fardeau particulièrement pesant. Fardeau la faisant passer pour la méchante de l'histoire, n'obtenant le soutien de personne, pas même de la part de son propre fils, qui se range du côté de Walt. À vouloir faire les bons choix, Skyler ne récolte en définitive qu'une profonde solitude. Cerise sur le gâteau, lorsque Walt rejoint le domicile familial contre sa volonté, elle passe pour folle devant les agents de police, Walter Jr. allant jusqu'à témoigner contre elle. Elle finit ainsi par tomber dans les bras de son patron Ted Benecke, ce dont elle ne se cachera pas auprès de Walt. Que l'on ne s'y trompe pas, cette phase adultérine, elle est tout aussi due à sa solitude maladive qu'à sa volonté de pousser Walt à bout et de lui faire ressentir cette même colère qu'elle ressent vis-à-vis de lui. Car loin d'être dupe, Skyler est en réalité le seul personnage à avoir véritablement cerné Walt. L'ironie de la situation étant que Ted est lui-même loin d'être irréprochable, détournant l'argent de sa société en utilisant les mêmes arguments que Walt.
N'est-il pas tout aussi condamnable que Walt? Les choses finissent cependant par prendre une tournure inattendue suite au face-à-face entre Hank et les Salamanca. Pour aider Marie à payer les lourds frais médicaux de Hank, Skyler décide de devenir complice de Walt, ayant monté une histoire crédible et sans aucune faille lui permettant de justifier la somme d'argent extravagante dont ils disposent désormais et qu'ils vont pouvoir utiliser pour aider à soigner Hank. Plus de marche arrière possible pour Skyler, qui fait désormais entièrement partie de l'équation. Sa rencontre avec Saul Goodman s'avérera d'ailleurs particulièrement réjouissante, le baratin de l'avocat n'ayant aucun effet sur elle, qui est bien loin d'être une potiche écervelée et manipulable. Pour Skyler, c'est donc la saison de la révolte. Après s'être laissée manipuler par Walt pendant des mois, elle décide de prendre les choses en main, mais comprenant bien qu'il lui est impossible de se couper de son mari, elle fait finalement le choix de s'accommoder de la situation, façon pour elle d'en conserver un certain contrôle bien illusoire. Pour engager des acteurs locaux à Albuquerque, l'équipe faisait appel au service de Sherry Rhodes. Véritable légende dans son domaine, Rhodes avait notamment travaillé avec Spielberg sur Les Dents de la Mer et Rencontre du troisième type. Malheureusement décédée en décembre 2009 pendant la production de la saison 3, le troisième épisode lui est dédié, épisode dans lequel elle passait devant la caméra pour la première fois de sa vie. Comme sur les saisons précédentes, les personnages profitent d'une écriture subtile et d'un casting de haut niveau. Aaron Paul aura d'ailleurs bien mérité son Emmy Award, son interprétation de Jesse n'ayant jamais été aussi poignante. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans cette saison, Jesse et Walt suivent une trajectoire opposée. I'm the bad guy. I can't be the bad guy. Jesse se dit prêt à assumer pleinement ce qu'il prétend être, là où Walter cherche justement à revenir sur le droit chemin. Pourtant, en fin de saison, c'est Jesse qui tente avec insistance de raisonner Walter alors que ce dernier a pris la décision radicale de tuer le pauvre Gail Bettiker. Entre-temps, le personnage aura pu exprimer toute sa détresse, sa solitude et sa colère vis-à-vis de Walt au sein d'un monologue déchirant dans l'épisode 7. Ever since I hooked up with the great Heisenberg, I have never been more alone. Il est bien loin le temps de Captain Cook. Et si Jesse commet des erreurs lors de cette saison, il est manifeste qu'il dispose d'un sens moral bien plus fort que son partenaire Walt. Pourtant, c'est bien lui qui sera forcé de passer à l'action, exécutant Gail contre son gré. Ainsi, si Jesse cherche dans un premier temps à reprendre le contrôle de sa vie en s'affranchissant de Walt, le duo se retrouve vite réuni par la force des choses. Jesse semble ainsi condamné à demeurer l'éternelle victime collatérale des agissements de Walt. Tout au long de cette saison, comme je le disais précédemment, Walt fait le choix de la passivité. Ayant pris conscience qu'il a dépassé les bornes, Walt cherche à fuir Heisenberg, espérant retrouver un rythme de vie normal, loin de la criminalité. Mais un homme peut-il aller à l'encontre de sa nature profonde? Voilà tout le dilemme qui le poursuivra lors de cette saison. Le pire ennemi de Walt, c'est son ego. C'est lui qui constitue le moteur d'Heisenberg et qui lui fait prendre les pires décisions. Le premier aperçu d'Heisenberg dans cette saison nous est offert lorsque Jesse lui montre la fournée de mètres qu'il a réalisée de son côté. This is my product. This is my formula. This is mine. Si Walt ne veut plus rien avoir à faire avec ce monde, il cultive pourtant un instinct de propriété maladif vis-à-vis de sa recette de méthamphétamine. Elle est son œuvre, et il est hors de question que quelqu'un d'autre s'en accapare. Il est hors de question qu'il perde le contrôle sur sa propre création. Car le contrôle, il a suffisamment perdu comme ça. Mais Walt finit par reprendre le chemin des fourneaux, convaincu par Gus Fring de diriger son super labo. Il passe alors au niveau supérieur, loin de l'amateurisme de ses virées en camping-car avec Jesse. Le super labo, c'est le seul environnement qu'il maîtrise totalement. Car comme je l'ai dit précédemment, pour Walt, tout n'est question que de contrôle. Jusqu'à cette scène dans l'épisode 8 où il se sent obligé de réparer la table bancale de la salle d'attente, lui donnant une vague impression de contrôle alors que la situation générale est totalement incontrôlable, Hank étant entre la vie et la mort, et Gus attendant une fournée de méthamphétamine qu'il ne sera pas à même de délivrer. Il ne peut rien arranger, sauf cette table, et il ne se prive pas de le faire. 2 épisodes plus tard, c'est exactement le même schéma qui est répété, mais cette fois-ci à l'échelle d'un épisode. Je veux bien sûr parler de l'épisode de la mouche. Un épisode qui aura fait débat et qui est l'un des moins appréciés de la série, mais peut-être aussi le plus incompris. On y retrouve un Walt au bout du rouleau, accablé par la culpabilité, la peur, les regrets et les doutes. Il a perdu le contrôle sur absolument tout, même sur le labo dans lequel il a compris que Jesse volait de petites quantités de meth. Et puis cette mouche débarque. Sauf que dans sa tête, ce n'est pas juste une mouche, c'est le chaos. Mais c'est un chaos qu'il peut maîtriser. Il peut la chasser. Autrement dit, il peut reprendre le contrôle. You're chasing around a fly, and in your world, I'm the idiot. Mais la quête absurde de Walt laisse vite place à de superbes échanges entre lui et Jesse, permettant de creuser la psyché du duo comme rarement auparavant. Si les deux hommes ont eu leur lot de désaccords pendant la saison, il n'empêche que, aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe un profond respect mutuel entre eux. Et c'est ce respect mutuel qui va motiver le retour tant attendu d'Heisenberg en fin de saison. Alors que Jesse se lance dans une quête vengeresse désespérée face à 2 dealers travaillant pour Gus, Walt débarque et reprend le contrôle à sa manière pour sauver son partenaire. Run. Une séquence frissonnante qui marque un nouveau point de rupture pour Walt. Cette fois-ci, Heisenberg est sorti de l'ombre et n'y retournera plus. Seul moyen pour le duo de s'en sortir face à Gus Fring, se rendre indispensable auprès de lui. Ils doivent donc tuer Gail Bettiker, dont l'innocente bonhomie merveilleusement incarnée par David Costabile rendra la tâche d'autant plus ardue à Jesse. C'est sur cette note amère que se clôt la saison 3, une saison qui voit Walt assumer pleinement son côté Heisenberg, I can't be the bad guy. tandis que Jesse se salit les mains et y laisse une part d'humanité.
Bien loin du professeur de chimie effacé qu'il était dans le premier épisode, Walt est désormais un autre homme. Un homme prêt à tout pour espérer survivre à ce monde criminel dont il fait désormais partie intégrante. Sa quête de contrôle a repris de plus belle, mais son ego l'empêche alors de réaliser qu'il est devenu le chaos personnifié. Pour tous ses proches, il est cette fameuse mouche. Toujours aussi bien écrite et mise en scène, cette troisième saison pousse les enjeux encore plus loin de par l'arrivée de Gus Fring et du Super Labo. La série trouve son rythme de croisière et nous offre de nombreux moments iconiques, souvent tendus, parfois cruels, qui résonnent encore longtemps après le visionnage. Le tout est mis en image avec une maîtrise constante par Michael Slovis, dont le goût et l'inventivité ne sont plus à démontrer. Les fausses notes brillent par leur absence, et avec cette saison 3, Breaking Bad s'impose définitivement comme une merveille télévisuelle, dont la densité thématique et la complexité des personnages ne trouvent que peu d'équivalent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!